Et pour moi, c'est vraiment la plus grande vague technologique qu'on ait connue, et c'est certainement la dernière en fait. Donc là, si je résume en une phrase, c'est prenez le train en marche. Parce que dans tous les cas, il est lancé, il est parti, il va pas s'arrêter. Il faut s'y mettre dès que possible. En fait, le principal là-dessus, c'est la pratique. On aura peur de ces outils si on les utilise pas. Et donc, on est voué à mourir si on n'utilise pas ces nouveaux outils. Salut à tous et bienvenue sur Mantra, le podcast pour accélérer sa croissance à l'âge de l'intelligence artificielle. Alors cette semaine, on reçoit Nicolas Guyon, fondateur de Comptoir IA, composé du plus gros meet-up mensuel sur l'IA en France et d'un super podcast aussi sur l'intelligence artificielle. Salut Nico, est-ce que tu peux te présenter succinctement ? Salut Gab, merci beaucoup de me recevoir. Moi je suis entrepreneur et investisseur. Donc j'adore les nouvelles technologies, l'innovation. Je fais ça depuis 15-20 ans, donc dans des fonds en tant qu'investisseur à titre personnel. J'ai créé et revendu une boîte dans 2010-2012 qui s'appelait Club Deal sur le modèle de Groupon. Voilà. Après, j'ai fait pas mal de e-commerce. Ensuite, j'ai travaillé pas mal dans les NFT, la blockchain. T'as bossé pour vente privée, c'est ça ? J'ai travaillé pour vente privée pendant 3 ans. Je travaillais à la direction de vente privée. Donc, je me suis occupé aussi en particulier de l'acquisition d'une grosse boîte qui était Privalia. Donc beaucoup de e-commerce, ensuite beaucoup de NFT, de blockchain, et depuis bientôt 1 an, l'IA générative à fond, où je m'éclate en effet avec un podcast où j'ai des invités géniaux, Comptoir IA et mes meet-up. Et de l'autre côté, une activité d'investissement où en fait j'ai des invités de mon podcast et des relations qui me suivent sur des petites pépites que j'arrive à dénicher sur le marché IA, donc pour de l'investissement, où j'ai créé un petit syndicat. Voilà. Et ben avec toi là, pendant les 30 prochaines minutes, on va diverger un peu de la ligne édito de ce podcast qui se veut très concrète, très marketing et même opérationnel, pour prendre un peu plus de hauteur, parce qu'il y a quand même une très bonne vision de ce qui se passe sur le marché IA en France actuellement, mais aussi dans le monde. Et donc j'ai envie qu'on prenne cette demi-heure pour aller un peu tracer les contours de l'IA actuelle, des acteurs, du marché, des outils que tu as vus qui vont automatiser à peu près 50% de nos tâches en tant que marketeur ou entrepreneur, des dernières tendances marché, et puis pourquoi pas te parler de workflow, comment est-ce qu'on peut bien utiliser ChatGPT très concrètement ou DALL-E pour dès demain faire une campagne marketing, améliorer la qualité de ses réunions, tout simplement gagner du temps et donc gagner sur ses marges tous les jours. Avec plaisir, Gab. Première question, qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé ces 6 derniers mois au niveau des avancées IA en matière notamment marketing sales? Qu'est-ce qui t'a bluffé? Ouais, écoute, pour moi, il y en a une révolution totale sur l'IA, donc drivé par OpenAI, et donc pour moi, c'est l'acteur qui a changé la donne au niveau de l'accessibilité, au niveau de la mise à disposition du grand public de cette intelligence artificielle générative textuelle avec ChatGPT, même si on avait déjà ça un petit peu avec Midjourney sur le text to image. Et vraiment, par rapport à la campagne marketing, sincèrement, moi depuis 6 mois, 1 an, je ne regarde plus que ce qui se passe dans l'IA générative et les avancées en fait des acteurs principaux sur le sujet, et en particulier d'OpenAI. Et pour moi là-dessus, ça a été des génies du marketing, des génies de la communication. C'est ce qu'a fait Sam Altman aussi. Et le lancement des différents produits, que ce soit ChatGPT sur la version 3.5, puis GPT-4, ensuite après Code Interpreter, les plugins, et enfin là on arrive vers DALL-E 3. Pour moi, ce lancement-là, il a été organisé d'une main de maître, parce que tous les acteurs concurrents essayaient à chaque fois de se positionner. OpenAI était capable à chaque fois de montrer qu'ils avaient une longueur d'avance, de relancer un nouveau produit et voir bien sûr. le process. Est-ce que tu as pu analyser et voir le process derrière les lancements réussis à chaque fois de OpenAI? Le process, pour moi, c'est une question de timing. C'est garder toujours un coup d'avance en fait sur le marché, sur les concurrents.
c'est ensuite à chaque fois un process qui va être de repasser aussi par des canaux classiques qui vont être organisés, même des product hunt, alors qu'on parle quand même de Sam Altman qui était le patron du Y Combinator, c'est-à-dire repasser par la case product hunt sans aucune difficulté. Chacune Et de des l'autre nouvelles côté, features, c'est faire ça. des lancements à chacune des nouvelles features. Et ça, c'est quand même exceptionnel d'avoir cette humilité, alors que pourtant, la boîte, au niveau de son financement, n'a pas besoin de ça, mais je pense que ça permet de garder une proximité vis-à-vis de la vallée. Et de l'autre côté, c'est un énorme soin à la communication, sur la communication, parce qu'il faut quand même veiller à pas faire peur avec ces sujets-là. Donc en fait, c'est aussi dévoiler ce qu'on a, mais petit à petit, et aussi dévoiler des choses qui fonctionnent bien. Il y a peut-être eu un petit raté sur les plugins, où pour le coup, en fait, on parlait un peu d'un App Store, mais d'un App Store défaillant. Mais en dehors des plugins, tous les lancements ont été exceptionnels. Et franchement, ben, en fait, Sam Altman et OpenAI se sont payés en étant les leaders et les innovateurs la plus grande publicité gratuite de ces dernières années pour moi. Et donc là, tu mets le doigt sur la manière un peu classique d'aller faire du product hunt, comme tout le monde, comme tout le monde de la vallée, tous les tech people, les product people qui veulent lancer leur SaaS ou leur nouveau produit. Est-ce qu'il y a eu d'autres coups? Parce qu'on le voit aussi beaucoup partout, Sam Altman, on le voit un peu dans tous les magazines. Il est quand même vachement aidé aussi par les médias, notamment aux US. Complètement. Complètement, mais je pense que c'est en fait c'est une bête de médias, c'est une homme de médias, c'est un homme de médias. Il a fait le tour du monde en prenant l'avion, en changeant de ville tous les jours pour évangéliser, pour rencontrer les leaders. Mais ce qui est très très fort, c'est qu'il a su rencontrer les leaders, les décideurs et aussi les utilisateurs. Et à chaque fois, en fait, bah, ça a fait de la presse, euh, énormément de presse. Et donc, ça a été un coup de génie, mais il faut le faire parce qu'en fait, il faut rassurer, il faut être présent et il mène une action de lobbying. Mais une action de lobbying qui se transforme derrière en une action marketing, franchement, c'est quand même une méga réussite. Non, Qu'est-ce que super fort, tu... franchement. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu dirais aux gens euh, qui pensent que ChatGPT et l'IA en général, l'IA générative, l'IA peu importe, c'est qu'une vague. C'est en gros une tendance, c'est une nouvelle mode. Il y a eu du gros hacking il y a 5 ans. Et en fait, tous les 5 à 10 ans, il y a de nouvelles modes qui arrivent. Et d'ailleurs, nous, on le voit énormément en interne. Si on a une école du marketing B2B, où il y a encore 5 mois, à la grande période, c'est vraiment ce grand lancement de ChatGPT, notamment en France, on nous demandait que ça. Quand je dis on nous demandait que ça, c'est que ça devenait une condition obligatoire pour pouvoir acheter une formation. Aujourd'hui, c'est-à-dire à peine 3, 4, 5 mois après, c'est du bonus. C'est cool si c'est là, si c'est pas là, c'est plus vraiment l'important. Qu'est-ce que toi t'en penses et qu'est-ce que tu Alors dirais à là-dessus, ces gens-là? Là-dessus, Gab, moi j'ai une idée bien précise et bien personnelle. Alors évidemment, bah, on a parlé que de ça depuis le 30 novembre, donc toute l'année en masse. Il y a un moment, en fait, les gens ont envie de passer un petit peu à autre chose. Et là-dessus, t'as eu une petite baisse ou une petite stabilisation normale aussi pendant l'été. On a tous vu aussi le hype cycle Gartner, mais pour moi justement, en fait, on n'est pas du tout sur ce cas-là. En fait, pour moi, on est trop exigeant avec ChatGPT, OpenAI et l'IA générative en tant qu'évolution, en tant que mode justement. Et en fait, si tu veux, moi je considère que et il y a une petite lassitude peut-être sur le fait qu'on voit que des usages, productivité qui arrivent, comment gérer mieux des tâches, comment mieux faire du service client. Au final, c'est comment mieux faire du résumé. Au final, c'est ça qu'on fait. Mais attendons 2 secondes de voir un peu de l'IA embarqué dans des robots Optimus qui font la vaisselle. Et là, je pense que ce sera très différent. Moi, je pense qu'on est sur la loi d'Amara dans le sens où en fait, on surestime les effets de la technologie là, tu vois, un petit peu court terme, mais on les sous-estime très très fortement long terme. Et sachant que le long terme sur l'IA générative, moi je le mets à 3-5 ans. Et en fait, pour te répondre de manière très claire, ça fait 2 semaines que je me dis ça. Pour moi, et je sais, Gab, que là, justement, tu es sur le point d'aller surfer, mais pour moi, on est dans le film Point Break, et en fait, on est sur la plus grande vague technologique de l'histoire humaine. Euh,
tel que le dit Harari, en fait, je pense qu'à partir de maintenant, ça va être les machines qui vont écrire l'histoire et puis forcément les êtres humains. Et pour moi, c'est vraiment la plus grande vague technologique qu'on ait connue et c'est certainement la dernière en fait, parce que après derrière nous, ce sera peut-être les IA qui prendront la place. Donc en fait, c'est pas en fait une mode, une techno. Pour moi, c'est en fait on touche au bout et ça, on y arrivera si on atteint l'AGI en fait d'ici quelques mois, quelques années. Mais c'est vraiment ce qui se dessine. Qu'est-ce que tu appelles AGI? AGI, c'est l'intelligence artificielle générale. Donc c'est tout le monde a un petit peu de difficulté à trouver une définition exacte parce on sait pas ce que c'est encore, on tâtonne, mais grosso modo, là où on s'accorde, ça veut dire que c'est une intelligence artificielle qui est capable de produire des résultats équivalents ou supérieurs à l'être humain dans tous les domaines en même temps. Et donc là-dessus, ben, c'est une intelligence artificielle forte et pas donc étroite qui serait spécialisée. Et cette intelligence artificielle générale, si tu veux, ben, elle est en train d'arriver et elle risque d'être complètement surprenante et de changer ensuite complètement la société. Donc là, si je résume en une phrase, c'est prenez le train en marche, parce que dans tous les cas, il est lancé, il est parti, il va pas s'arrêter. Vous subissez ce qui va arriver, puisque automatiquement, les entreprises, les organisations, les personnes qui vont s'être dopées, entre guillemets, à l'IA, euh, vont pouvoir être beaucoup plus efficaces, beaucoup plus efficientes, et donc on est voué à mourir si on n'utilise pas ces nouveaux outils. Exactement. Je parle On est bien obligé de du point de prendre vue ce business, train hein. en main. Du point de vue business, il y a pas le choix parce qu'en fait, si tu veux, il y a le principe. Ce qu'il y a sur l'IA, c'est ce qu'on voit, c'est que c'est imprévisible. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est qu'il y a une accélération très très forte et qu'on n'a jamais connue. Et en fait, c'est que donc cette accélération, elle s'arrête jamais. Donc, si on prend pas le train en marche au niveau business, mais même à titre personnel, si on le prend pas en marche maintenant, l'étape d'après, le niveau d'après, en fait, ça va être très difficile de comprendre ce qui se passe et de s'y adapter. Donc, en fait, là-dessus, il faut vraiment se dépêcher de prendre ce train en marche parce que sinon, il risque d'être trop tard. Donc, Bon, c'est donc maintenant. Aujourd'hui, imaginons, c'est je tout à fait suis de rentrer dedans. responsable marketing, dirigeant d'une PME, d'une startup B2B, pour faire très simple. Et là, je me rends compte en t'écoutant que je l'ai peut-être laissé un peu trop de côté. Et il y a une ou deux personnes dans mon entreprise qui l'utilisent, mais que je vois pas trop, qui me montrent un peu à ta gauche. Et là, je me dis, bon, il serait peut-être temps quand même de s'y mettre. Par où je commence? Donc, étape numéro un, comment je me forme? Comment je progresse? Étape numéro deux, comment, s'il y a personne dans mon entreprise ou s'il y a juste une personne qui l'utilise, je fais en sorte que la culture change et qu'on puisse tous en profiter. Ouais. Bah, il faut s'y mettre dès que possible. En fait, le principal là-dessus, c'est la pratique. On aura peur de ces outils si on les utilise pas. Et alors qu'en fait, la prise en main, sur quelques cas particuliers, quelques cas concrets, ça peut être l'écriture d'un mail, aller chercher une assistance auprès de ChatGPT pour l'écriture d'un mail, ça va être génial. Moi, je recommande d'utiliser donc ChatGPT Plus pour accéder à GPT-4, qui va être quand même complètement bluffant. Il faut voir que GPT 3.5, on peut considérer qu'on s'adresse à un expert qui a 1 an d'expérience sur un peu tous les sujets. GPT 4, c'est comme si on s'adressait sur tous les sujets à quelqu'un qui a 10 ans d'expérience. Et dans le cas de la boîte, GPT-5, ça sera peut-être 50 ans d'expérience, donc là, ça va être très massif. Dans le cas de la boîte que tu nous donnais, Gab, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est pour moi, c'est d'identifier les cyborgs dans la boîte. Les cyborgs, c'est ceux qui s'intéressent à l'IA, qui ont une affinité. Et je pense qu'en fait, ceux-là, ils se cachaient depuis quelques temps parce qu'ils ils savaient pas trop s'ils avaient le droit d'utiliser ces outils vis-à-vis de la DSI, vis-à-vis de la cybersécurité, à tous les niveaux, la fuite d'informations. Mais en fait, ces personnes-là, il faut les détecter. Il faut ensuite expliquer aux gens qu'il ne faut pas avoir peur de ces outils. Et après, ces cyborgs, il faut les incentiver, il faut faire en sorte qu'ils soient encouragés à continuer à utiliser ça et à partager cette utilisation au sein de l'entreprise. Et donc, et après, au niveau de la boîte, ben, je pense qu'il y a un investissement aujourd'hui qui est vraiment nécessaire
Il y a quand même pas mal d'outils sur le marché, mais il y en a un, c'est ChatGPT+, je le répète, pour le coup, grosso modo, $20 par mois, tous les salariés doivent utiliser ça, et ça, il faut le mettre en place, ce qui va se faire très bien avec une offre entreprise que OpenAI est en train de déployer. Donc concrètement, je commence par le plus simple, c'est OpenAI, ChatGPT d'ailleurs précisément. Comment est-ce que je me forme? Exact. Comment est-ce que, en gros, je vais commencer à appréhender cette nouvelle technologie quand je suis au niveau 0? Et comment est-ce que je vais après au niveau 1? Eh ben écoute, tu t'apprends à prompter en fait, et tu peux demander là-dessus à l'IA comment prompter. On est sur des technologies de langage naturel. Donc là-dessus, il y a quelques principes à avoir et que tu vas pouvoir appliquer en fait avec toutes les IA génératives. Ces principes, ils sont très simples, hein. Ça veut dire le numéro un, c'est déjà quand tu vas demander quelque chose à l'IA, et donc par exemple à ChatGPT, c'est lui expliquer quel rôle elle doit prendre, qui elle doit être, parce qu'en fait ces modèles sont entraînés sur des milliards de données, et en fait ils savent pas vraiment où ils doivent commencer. Donc la première chose en fait, c'est donc demander à l'IA, lui expliquer qui elle doit être. La deuxième chose, c'est lui demander de manière très claire ce qu'elle doit faire. Et pour ça, tu vois, il faut donner des exemples, il faut fonctionner par étapes, et ça, comme ça, tu auras des résultats qui seront bien meilleurs. Et ensuite, à partir de là, il faut commencer à faire tes prompts, il faut les sauvegarder dans les onglets, essayer de faire des choses que tu peux réutiliser et que tu peux améliorer. Et tu vas voir que petit à petit, en fait, tu vas progresser. Commence à faire ça sur des mails ou sur un rapport, une synthèse sur laquelle tu peux travailler, et demande à chaque fois à ChatGPT d'améliorer ton travail. Là-dessus, tu vas voir que le travail, c'est toi qui continues à le faire. Il faut pas être trop ambitieux au début, donc 80% du travail, c'est toi qui vas le faire. Par contre, si tu demandes une amélioration, tu verras, moi, c'est ce que je fais par exemple sur la présentation de mes invités pour mes podcasts. J'écris un texte, je demande à ChatGPT d'améliorer ce texte, ça va m'apporter 20% en plus, mais aujourd'hui, j'aurais vraiment du mal à m'en passer. Et derrière, après, ce qu'il faut savoir, c'est que, évidemment, on s'adresse à la machine, donc il n'y a pas de pitié, même s'il faut être toujours gentil avec ChatGPT pour avoir des résultats meilleurs, mais aucun problème à lui dire, à chaque fois que tu lui demandes quelque chose, fais-moi 5 versions de ça, et 5 versions de cette synthèse, 5 versions de ce portrait que je te demande, pour que tu puisses choisir le même. Et ça, les gens n'ont pas l'habitude de faire ça. Plus, prompt d'après, c'est challenge les 5 que tu viens de, les 5 structures, par exemple, ou les 5 synthèses que tu viens de donner, comment est-ce que tu pourrais les améliorer? Et là, pareil, tu vas le comparer avec en lui Exactement. donnant, voici un bon exemple. Donc, il va trouver automatiquement une meilleure réponse. Alors, Exemple, là-dessus, étape. euh, quelle part de temps, quel investissement hebdomadaire je devrais y dédier en tant que dirigeant, et je devrais laisser mon équipe ou mon cyborg, si on l'appelle comme ça, donc mon champion en interne, pour apprendre, puisque aujourd'hui, l'AI, c'est beaucoup plus du test et de l'apprentissage, du test and learn, plutôt que vraiment, je vais mettre en place un outil et je vais gagner 20% de temps. Donc, on est dans une espèce de recherche et développement. Euh, Combien de temps je devrais y dédier? Qu'est-ce que je devrais y investir en tant qu'investissement même financier? Et combien de temps, encore une fois, je vais laisser mon champion en interne s'amuser avec ChatGPT? Et quels résultats je devrais demander? Est-ce que c'est des obligations? Je sais qu'il y a beaucoup de questions, mais est-ce que c'est des obligations de moyens ou de résultats? Alors, si tu veux, pour moi, il y a deux niveaux. C'est un chat GPT, ça doit être intégré directement dans l'utilisation quotidienne de ton cyborg et du reste des équipes. Et ça veut dire qu'en fait, ça va pas leur prendre plus de temps parce que ils doivent travailler là-dessus, challenger ce qu'ils font, chaque document fini qu'ils font, comme je le disais tout à l'heure, ils continuent à travailler normalement, et après, ils vont demander juste une version améliorée à ChatGPT sur le rendu. L'investissement, c'est $20 par mois multiplié par la taille de ton équipe. Deuxièmement, et ça c'est du running en fait, du courant, et là-dessus il y a pas de formation supplémentaire, parce que ça veut dire que il faut juste prendre le train et commencer à s'en servir. Après, le deuxième niveau, c'est apprendre à s'en servir un petit peu plus, apprendre à aller sur des prompts et apprendre à utiliser quelques outils spécifiques. Et là-dessus, je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel il faut
peut-être le cyborg dont on parle, qui puisse y consacrer sincèrement une petite dizaine d'heures dans une semaine, entre un temps de veille, un temps donc à travailler sur différents outils. Alors attention, parce qu'il pourra gagner beaucoup de temps aussi et faire gagner du temps à l'équipe. Donc ces 10 heures, il ne faut pas les voir comme une perte sèche. Travailler sur un visuel, par exemple, un cas classique qui va intéresser tout le monde. Tu veux un visuel pour présenter ton podcast ou un épisode, un visuel pour une campagne marketing ou sur Tiens, LinkedIn. comment t'as fait le tien, Ce toi? visuel, ce visuel, moi, je l'ai fait directement avec Stable Diffusion, qui est peut-être un peu moins accessible, mais tu peux le faire, tu vois, avec Midjourney en Ouais. 30 Très très bien secondes, ton visuel, c'est alors pour que ça que je te demande. Midjourney, je trouve que c'est un peu plus eh ben compliqué, oui, enfin, et j'arrive pas à c'est avoir de bons visuels. Merci Gab. Et non, non, écoute, ça c'est super. Donc je vais utiliser Dreamboost, qui va être une solution que j'utilise, qui va se plugger sur le modèle open source Stable Diffusion et qui va me permettre, contrairement à ce que propose Midjourney, de garder vraiment, tu vois, les traits de mon visage. Et ça va te coûter 1, 2 euros, tu vois, pour des générations de 10 images, quoi. Un truc comme ça, qui vont Mhm. être photoréalistes et super intéressantes. Mais donc, ce que je disais, c'est qu'il y a un gain de temps entre un designer ou quelqu'un qui va se galérer dans l'équipe à faire ce visuel, à passer 5 heures dessus, bah, ce visuel, ou si tu fais appel à un freelance et qui va te demander entre 30 balles et 150 euros, bah, ce visuel, tu peux le Plus faire tout le temps concrètement perdu, sur plus tout le temps Midjourney les ou allers-retours pour lui faire bien comprendre ce que tu veux, que lui comprenne. Plus, exactement. non, c'est très très difficile. Bah, pendant qu'on est dans les tools, allons-y jusqu'au Oui, oui, bout. donc là, t'as un gain immédiat. C'est quoi les 5, 10, je suis désolé pour ceux qui nous écoutent, il y a un petit décalage, sur un internet assez limité. Euh, c'est quoi les 4, 5 meilleurs outils que tu as vu passer et que tu utiliserais, que tu utilises aujourd'hui quotidiennement ou au moins de façon hebdomadaire? Alors, l'utilisation quotidienne, c'est donc ChatGPT et Midjourney. Et donc, ChatGPT, le chat, le prompt, Quel Advanced usage pour Data ChatGPT? Analysis. Je revois tous les messages que j'envoie. Tous les messages que j'envoie, je les fais améliorer par ChatGPT ou je les fais aussi personnaliser quand c'est une action répétitive. Midjourney, alors ChatGPT, ensuite à l'intérieur de ChatGPT, j'active en fait Advanced Data Analysis, qui est Code Interpreter. Et là, dès que j'ai quelque chose, par exemple une liste d'emails qui est mal triée ou avec des données qui sont pas claires dans une colonne à côté, euh, tout envoi d'emails en masse que je veux faire, dès que je veux scraper quelque chose, dès que je veux faire un graphique, voilà, j'utilise Advanced Data Analysis, l'ancien Code Interpreter. Et ça me fait marrer, mais c'est super sympa. Et donc ça, je vais l'utiliser une fois par semaine. Mid-journée, dès que j'ai besoin de faire un petit visuel ou pour me marrer. Et après, les outils que j'utilise quasiment quotidiennement, c'est Fireflies sur la prise de notes. Fireflies, donc c'est mon assistant vocal, un bot qui rejoint toutes les réunions dans lesquelles je suis et qui me propose des transcriptions ultra précises de mes réunions, un résumé, une liste d'actions. Et ça, je m'en sers pour toutes mes réunions et je m'en sers aussi pour mes podcasts, ce qui me permet en fait d'avoir la synthèse ensuite des podcasts que je vais réutiliser pour présenter chaque épisode. Après, j'utilise Et Gamma parce pourquoi que c'est pas pas, mal de keynote. alors, attends, pourquoi pas Geek Vas-y. ou TLDV? Écoute, ces deux-là, je les utilise pas. Après, je connais Auteur, euh, Qui marche très mais mal pour ce que je peux français, te dire, auteur. Auteur marche très mal. Fireflies fonctionne bien en français depuis 4 mois, grosso modo. Euh, Franchement, Fireflies, moi, j'en suis très content. Après, il faut penser tout le temps comme ça. C'est que Fireflies, ce que ça propose, Google Duet et Microsoft avec la suite Office vont proposer ça aussi sont déjà en train de proposer ça et vont proposer ça dans les mois qui viennent. Mais Fireflies a cet intérêt d'être intercompatible avec toutes les solutions différentes. Ouais, je Deuxième regarde si ça tool, fonctionne aussi pour les studios, la Riverside, pour les podcasts à distance. Vas-y, deuxième tool, tu disais bah oui, Gamma. oui, oui. Alors, attends, et pour te répondre là-dessus, Gab, tu peux exporter ton podcast, tu vois, et le réuploader dans Fireflies. Tu vois.
Ok. Moi, c'est comme ça que je procède sur mes enregistrements de podcast. Donc, je réupload l'épisode et après, il le retraite et il fait le transcript, le résumé et les points importants et le chapitrage. Pour la présentation, j'utilise Gamma parce que je fais des keynotes sur l'IA. Et là, j'utilise Gamma à fond. Pour moi, c'est mieux que Tommy et Beautiful. C'est donc le PowerPoint sous stéroïdes. Et là-dessus, tu peux créer une présentation juste à partir d'un prompt. Ou créer même, là j'en parlais avec un copain hier, je pense que je vais me faire une landing page sur moi, mes services. Tu fais ça en un clic sur Gamma et c'est complètement bluffant. Après derrière, bah oui, pour avoir quelque chose de sympa, il faut retravailler, rajouter une photo, la changer. Mais en gros, tu as tout le squelette de la présentation, 70%, et de temps en temps, tu as même quelques réponses qui sont bluffantes, qui sont faites en 3 minutes. Il y a une version gratuite, je recommande à tous d'essayer. Voilà. Ensuite, après, gros défi, c'est tout ce qui est, on en parle depuis une semaine, c'est le transcript, la traduction en fait des vidéos qu'on peut faire dans toutes les langues. Et donc ça, c'était le cas AgeN, mais il y a OpenAI qui dévoile sur le modèle multimodal de GPT-4 des fonctionnalités comme ça dans les 2 prochaines semaines. Donc là, en grosso modo, j'upload une de mes vidéos et derrière, en sortie, je vais l'avoir dans la langue que je veux avec une synchronisation labiale. Donc moi qui fais du contenu en français, c'est super utile parce que je vais tester les trucs, le mettre en anglais, le mettre en indien, en polonais, et donc ça, je pense que ça va être complètement révolutionnaire et qu'on va assister au lancement un peu des services mondialisés, que ce soit d'abord sur les vidéos, ensuite sur les présentations et bientôt, je pense que tu vois ce qu'on fait là, on pourra le faire vraiment avec un traducteur universel, vraiment en mode Star Trek, en quasiment instantané, et ça va être complètement dingue. En génératif, avec Agent, Dernier outil, tu peux directement créer. C'est ouais, pas Agent, pardon, c'est avec. Si, je crois que c'est aussi avec. Je n'ai plus cet outil. Celui, en fait, il te crée un avatar, ils te font du deepfake et il te crée une présentation. ouais, Donc, juste avec 10 secondes de vidéo de ouais, toi complètement. et ta voix, ils te font une fausse présentation de toi en deepfake. Ouais, complètement. Là-dessus, Agent, super. Il y a Elahi qui fait ça, Synthesia et DID aussi. Ils ont des offres qui sont Mhm. quand même très proches, mais et Agent est génial. Et Agent, moi, j'adore euh, le le slogan de Agent, c'est no caméra, no crew, no problème. Pas de caméra, pas d'équipe, t'es tout seul, t'as pas trop d'argent, pas de problème, tu peux quand même sortir du contenu. Donc ça c'est extra. Donc Euh, Agent, ouais, essayez. ouais. On arrive bientôt sur la fin de l'interview. Pour toi, si on prend encore un peu de recul, c'est quoi le futur de l'AI et surtout c'est quoi le futur de l'AI appliqué au marketing et au business? Bien sûr. Euh, le futur de l'AI, pour moi, c'est une intégration dans notre quotidien. C'est ensuite une personnalisation complète, le fait d'avoir ce qu'on appelle la personal intelligence, donc un assistant personnalisé qui va nous connaître, répondre à nos besoins, un petit peu comme dans le film Her avec Joaquin Phoenix, mais pas uniquement sur la relation amoureuse, mais sur notre quotidien. Un assistant qui nous connaît, qui nous parle, qui nous aide à apprendre des choses, à nous former et qui nous protège. Et qui fait Parce notre que de l'autre travail côté, aussi. au niveau qui fait notre travail tout à fait, en grande partie, sur lequel on a plus besoin que de valider des choses, donner des directives. On baigne en fait dans un grand bain d'intelligence artificielle. Donc souvent les gens se disent tiens mais les jeunes ne vont pas apprendre à réfléchir avec l'IA qui leur mâche le travail. Mais en fait le truc c'est qu'on va baigner là-dedans et on sera donc il va y avoir des nouveaux usages et tout ça aussi, pourquoi cet assistant personnel? Parce que je pense qu'au niveau marketing dont tu parles, il va y avoir énormément de pression marketing par les boîtes. Et là-dessus, avec Ce qui est du déjà le cas, hein. spam, Comme des tu disais, en fait, deepfakes, des l'AI images existe déjà depuis personnalisées. longtemps. Tous les algos Instagram, TikTok, en fait, tout ce qui nous vend toute la journée et qui nous laisse, qui améliore leur rétention, c'est-à-dire le temps d'écran qu'on va rester, pardon, le temps qu'on va rester sur l'application, ça existe déjà aujourd'hui. Ils sont déjà très forts. Donc l'AI contre Ah, mais l'humain, on complètement. va dire contre le consommateur existe déjà. Toi, tu dis que la C'est ça. suite, c'est d'avoir une AI qui va venir nous protéger
un peu comme Bodyguard.ai, je sais pas si tu as déjà vu, Exactement. qui vient protéger les utilisateurs contre la hate en public, etc. C'est ça, cette IA qui est notre bouclier, et même plus que notre bouclier, c'est vraiment notre bodyguard, parce que c'est doté avec un pouvoir d'action. Et là-dessus, elle nous protège des autres, mais elle nous protège aussi des IA et des IA mal intentionnées. Et on arrive sur une situation qui est vraiment donc IA contre IA. Et c'est pour ça qu'en fait, on n'a pas le choix, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, de prendre le train en marche, parce que sinon, en fait, on va se faire agresser. Et en fait, ça va commencer à être très difficile de se détacher de ça en dehors de la déconnexion totale ou le passage à une société à deux vitesses avec une partie qui serait un petit peu complètement en retard, mais pour le coup, pour laquelle ça serait pas facile. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut s'y intéresser le plus vite possible. Euh, Encore une autre question avant de passer à la fin de l'interview qui est c'est ce moment des rapid fire questions. Je te pose trois, quatre questions de suite. Tout le but, c'est d'y répondre le plus vite possible. Euh, mais là, j'ai encore un truc que je vais absolument débloquer. Je pense qu'ils vont intéresser les auditeurs, les auditrices. C'est avec toute la vision que tu as, tout ce que tu vois, où est-ce que tu lancerais une boîte demain et sur quelle industrie? Donc là, je fais exprès de pas dire AI first ou je ne sais quoi, mais où est-ce que tu lances une boîte demain? Sur quelle industrie? Et j'ai envie de biaiser, pardon, d'orienter encore un peu plus la question, c'est de dire sur quel vieux secteur tu vas innover si tu veux faire une entreprise qui n'a pas forcément demandé de lever des fonds. Donc là, je pense PME française ou boîte de service ou start-up, mais qui ne lève pas de fonds. Sur quelle industrie tu vas, pourquoi et comment est-ce que tu t'y prends? Écoute, pour moi, tout va être révolutionné. Donc, ça veut dire qu'il y a des opportunités dans tous les sens. J'ai rencontré récemment un studio de start-up, si tu veux, qui montait des boîtes dans l'industrie, justement, en visitant les usines, en récupérant les points, Ça s'appelle les points comment? difficiles où ça bloquait. Ça s'appelle OSS Studio. Je connaissais pas, je les ai rencontrés la semaine dernière. Et ils font venir une équipe de spécialistes en IA qui font un audit de l'usine pour voir le quotidien en fait des employés et comment fonctionnent les process. Et là-dessus, en fait, ils proposent des solutions directes avec l'IA générative, les solutions les plus innovantes. Et en fait, ils améliorent le quotidien de toute l'équipe et aussi la vitesse de production, et on diminue aussi la pénibilité des tâches. Donc ça, je trouve ça exceptionnel, et c'est appliquer l'IA générative à la révolution précédente, voire il y a deux révolutions, ça veut dire celle de l'industrie. Donc ça, je trouve ça extraordinaire. Et par rapport à ça, c'est donc l'opportunité aujourd'hui, c'est l'opportunité sur tout le tissu des PME françaises. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'interviens de temps en temps. C'est former en fait ces PME et mettre en place des cas simples et hyper faciles à exécuter sur, par exemple, de l'accès aux données, la manière de travailler leurs plans commerciaux, et former donc leurs équipes. En fait, toutes les PME sont un petit peu perdues sur ce sujet-là, alors que c'est elles en premier qui peuvent en bénéficier parce qu'elles ont des équipes limitées avec des investissements limités. Et là, en fait, c'est leur apprendre à utiliser l'IA générative pour gagner du temps et gagner surtout de la qualité. Avec aujourd'hui ChatGPT et Midjourney, tu peux te mettre au même niveau de qualité que ce que va proposer une boîte comme Accor ou peut-être Coca-Cola, qui utilise aussi l'IA générative. Ce que j'aime bien dire, c'est que l'iPhone, tout le monde a l'iPhone, toutes les personnes qui ont l'iPhone aujourd'hui, c'est une technologie qui est le top niveau et qui s'est démocratisée. Il n'y a pas de meilleur téléphone que l'iPhone. Et aujourd'hui, en fait, sur l'IA générative, c'est la même chose. Simplement, il faut la mettre en place et commencer à l'utiliser. Et en tout cas, je Donc sais toi, qu'il y a un tu irais boulevard, aider si des tu veux, pour la boîtes, formation. des industries, des vieilles industries à prendre comme on disait, je veux dire, il y a encore 10 ans, à se digitaliser. Maintenant, c'est plus digitalisé, c'est plus les PME qui ont été digitalisées, c'est plutôt les PME qu'il va falloir AIiser, si je puis dire. Et moi, ce que je Ouais. synthétise là-dedans, c'est de dire, mais en fait, on peut juste lancer exactement les mêmes entreprises qu'avant.
sauf en réfléchissant les process, en réfléchissant l'approche AI first, donc avec des outils directement, ce qui va faire qu'on va avoir des produits de même qualité, voire de meilleure qualité, ou des services de même ou de meilleure qualité, avec des marges 3-4 fois plus grosses. Donc presque prendre le Exactement. sujet, où est-ce qu'il y a de la Et ça concurrence, va où est-ce être, qu'il y a de la grosse concurrence, donc stratégie océan rouge, c'est quoi leur modèle et comment est-ce qu'on va pouvoir les battre à ce jeu-là. et là, tu peux t'éclater parce que le marché, enfin, c'est énorme ce marché. C'est le ventre du business. Donc, toutes ces PME, tu peux les travailler. Toute cette industrie, tu peux les travailler de cette manière-là et apporter des cas d'usage révolutionnaires. Tout le monde, et sincèrement, mais par contre, ils ont besoin d'être accompagnés. L'approche cyborg dont on parlait, elle fonctionne avec les équipes, mais elle n'est pas suffisante. Donc il faut accompagner, former. Et c'est ça l'enjeu des 2, 3 prochaines années. Allez, on passe à la fin de l'interview sur ces quelques questions rapides. C'est quoi tes blogs, podcasts ou autres ressources AI favorites? Alors, très simple là-dessus. Newsletter, donc la newsletter qui s'appelle Ben Bytes, que je lis depuis 1 an. Pour moi, c'est le top. C'est monté par Ben qui avait monté une boîte qu'il avait revendue à Zapier, donc qui était dans le no-code. J'adore la manière dont c'est fait. C'est très bien segmenté avec la présentation des actus, des outils à utiliser. Donc c'est super. Ensuite, il y a Superhuman qui est lu par 300, 400 000 utilisateurs, donc qui va aller un petit peu plus sur la présentation des cas, des sujets du moment sur l'IA, donc de l'actualité et de ce qui fait les news. Donc ça, c'est bien. Il y a Mister IA qui est un Français, donc Martin, j'adore sa newsletter, elle est super facile à lire pour s'informer. Sur les comptes Twitter, il y a Linus Ekenstam, qui est un Je génie mettrai de tout ça en l'utilisation de description. mid-journée et du email. Super. Et donc, en fait, sur Twitter, ça va être surtout des trucs visuels. Linus, il est vraiment exceptionnel. Et de l'autre côté, il y a Chris Kashtanova qui fait à peu près la même chose, qui va créer des visuels de dingue, qui va créer un petit jeu vidéo, par exemple, à partir de ChatGPT sans savoir coder, et qui va être embauché par Adobe pour devenir leur lead AI. Donc, elle fait des trucs qui sont super. Et après, ben, évidemment, une des ressources que j'adore, mais qui est un peu plus pointue, c'est Ethan Mollick, donc un professeur de Wharton, qui lui va te montrer un petit peu comment se servir de Advanced Data Analysis, par exemple, Code Interpreter dont je parlais tout à l'heure. Et, et voilà. Et enfin, ben, évidemment, mon podcast, Comptoir IA, où avec mes invités, chaque semaine, je traite quand même des sujets du moment sur l'IA, donc en ressources francophones, pour être informé, je pense être le premier, en tout cas, à faire ça. Et enfin, un, deux ou trois livres sur l'IA, le business, le marketing de demain. Bien sûr, Gab. Et ben, écoute, j'ai 2 bouquins. Moi, je suis un fan de Mustapha Suleiman, qui est le cofondateur de DeepMind à la base avec Demis Hassabis, qui est devenu ensuite Google DeepMind. Mustapha, il a monté une boîte qui s'appelle Inflection avec un assistant qui s'appelle Pi, qui veut être l'IA empathique. Et il vient de sortir un livre qui s'appelle The Coming Wave, qui est passionnant parce que c'est le futur de l'IA. Et pour moi, il est complètement visionnaire. Il nous décrit un monde dans lequel ils font un test de Turing 2.0. Et il propose aujourd'hui une nouvelle approche de l'IA où on était sur la classification avec tout ce qui était big data, ensuite l'IA générative dans laquelle on est, et maintenant un cycle d'IA itérative qui va arriver avec des IA qui seront donc autonomes, qui pourront fonctionner par elles-mêmes et pour nous, donc en tant qu'agents. Et voilà, et donc c'est Mustapha Suleiman, The Coming Wave, c'est génial. Deuxième bouquin que je viens de recevoir et j'étais ravi parce qu'il me l'a offert, c'est Laurent Daudet, le fondateur de Lighton, qui est un LLM français, donc l'autre LLM français avec Mistral. Donc c'est quand même très important. Et Laurent, et donc non seulement Mistral, Lighton, ça cartonne, parce que c'est eux qui ont créé aussi avec Abu Dhabi le modèle Falcon. Et Laurent, il vient de sortir une BD qui s'appelle Dream Machine. Il me l'a envoyé, j'ai lu un tiers et franchement, c'est excellent.
C'est super pointu parce que Laurent, c'est un chercheur, mais super accessible. Ça ressemble un petit peu à la BD de Sapiens, mais en beaucoup plus simple. Et c'est une histoire de l'intelligence artificielle vécue par Laurent. Et franchement, c'est trop cool. Donc Dream Machine de Laurent Daudet. Je mettrai tous les liens, Une bonne si BD. tu veux, si t'en as, Amazon, peu importe, c'est pareil pour les tools, je mettrai tout ça dans la description. Et ben, merci beaucoup Trop pour cool. ces 39 minutes déjà. Avec C'était plaisir. hyper intéressant. Puis je te dis à très bientôt. Merci Gab. C'est trop Salut cool. À Nico. bientôt.